J'étais à une semaine de soumettre le document le plus important de ma vie, mon mémoire de master. Des mois de nuits blanches, de week-ends noyés dans le café, et des pages de recherche minutieuses vivaient toutes sur ce seul ordinateur portable. C'était mon fil de vie, le dernier pont entre mon parcours académique et la carrière pour laquelle j'avais tant lutté. Je vivais modestement, jonglant entre des petits boulots et mes cours, payant à peine mon loyer, incapable de me permettre des sauvegardes en ligne ou un appareil de rechange. Mais j'étais fière. J'étais en train de construire quelque chose pour moi-même. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Puis, mon frère fit irruption dans ma chambre, furieux parce que je refusais de le conduire à une fête. Je lui répondis calmement non. Je devais finir mon mémoire. Il ricana et marmonna. Tu crois que tu vaux mieux que tout le monde? Juste parce que tu es à l'école? Je l'ignorais. Quelle erreur! Il quitta la pièce en tempêtant, et quelques minutes plus tard, j'entendis un fracas assourdissant. Je me précipitai dans le salon pour découvrir mon ordinateur portable en morceaux sur le plancher de bois. L'écran était fendu en plein milieu. Le clavier arraché, et le boîtier tordu de façon grotesque. Mon frère se tenait au-dessus, les bras croisés, un sourire suffisant aux lèvres. Oups, dit-il. Il m'a échappé. Je n'arrivais plus à respirer. Je tombais à genoux, fixant les ruines de mon travail. Tous mes fichiers, toutes mes versions, envolées. Les larmes aux yeux, je me tournai vers mes parents, désespérés de trouver du soutien. Mais ils ne s'y hirent même pas. Ma mère gloussa et agita la main. Ce n'est qu'un ordinateur. Tu exagères? Mon père secoua la tête, amusé. Vous les jeunes, avec vos bêtises numériques. Tu aurais dû l'imprimer comme on le faisait autrefois. Je me sentais prisonnière d'un cauchemar. Ma propre famille, ceux qui étaient censés m'aimer, riaient pendant que mes rêves s'écroulaient devant moi. Et le pire, c'est qu'ils ne cachaient même pas leur favoritisme. Mon frère haussa les épaules. La prochaine fois, essaie de ne pas te comporter comme si tu étais la seule qui compte. Je quittai la pièce en silence. Je ne criais pas. Je ne discutais pas. Je m'assis dans le noir, le cœur battant à toute allure, la rage bouillonnant dans mes veines. Et à cet instant, je décidai que ce ne serait pas la fin de mon histoire. Ce serait le début de ma vengeance. Je rassemblai chaque centime que j'avais. Je mis ma guitare au clou, sautai des repas, et suppliai mon professeur de m'accorder un délai. Je travaillais sur les ordinateurs du campus, en faisant des nuits blanches, utilisant des clés USB et Google Doc comme si ma vie en dépendait parce qu'elle en dépendait. Mais tandis que je reconstruisais mon mémoire dans le silence, je préparais aussi autre chose. Vous voyez, la façade de fêtard de mon frère était sur le point de s'effondrer. Je commençais à rassembler des preuves, les vraies, des reçus de tout ce qu'il avait payé avec la carte de crédit de mes parents, des fausses cartes d'identité, de l'alcool, même une vitre brisée après une nuit déchaînée qu'il avait fait porter sur le dos d'un voisin. Mes parents ne vérifiaient jamais. Mais moi, oui. Et j'attendis. Le jour où je remis enfin mon mémoire fut aussi celui où je pris rendez-vous avec le bureau du doyen. Pas pour moi, mais pour un certain étudiant qui venait tout juste de plagier entièrement un devoir. Mon frère. J'avais vu la version originale en ligne. C'était trop facile. Mes parents n'avaient aucune idée de ce qui approchait, mais ils allaient vite comprendre. Je ne parlais plus à ma famille quelque temps après ce jour. Non pas par rébellion, mais parce que j'avais besoin de chaque once de force pour reconstruire ce qu'il avait tenté de détruire. Et pendant que je m'acharnais seul à achever mon mémoire, mon frère se pavanait comme s'il était intouchable, mes parents le dorlotant toujours comme l'enfant prodige, complètement aveugle à la tempête qui couvait sous leur toit. La nuit où je soumis mon mémoire, je ne pleurais pas d'épuisement. Je pleurais parce que j'avais survécu. Parce que j'avais reconstruit tout ce qu'il avait tenté d'effacer. Mais je n'en avais pas fini. Voyez-vous,
pendant que mes parents félicitaient mon frère pour avoir enfin décroché un B ou pour ne pas avoir abîmé la voiture ce mois-ci, ils n'avaient jamais, pas une seule fois, reconnu les efforts qu'il m'avait fallu pour arriver jusqu'à la remise de diplôme. Jamais ils ne me demandèrent si j'allais bien après l'incident de l'ordinateur portable. Au lieu de cela, ils dépensèrent de l'argent pour améliorer le système audio de la voiture de mon frère et organisèrent un barbecue en son honneur parce qu'il avait su rester hors des ennuis. Pendant ce temps, moi, je recollais les morceaux de ma vie avec du ruban adhésif et de la colère. Mais le destin a une façon d'aider ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Mon mémoire fut sélectionné pour un prix national. J'étais invité à le présenter lors d'une conférence à Chicago. Tout frais payé. Je n'en parlais même pas à mes parents. Je me contentais de plier ma seule tenue correcte, de monter dans l'avion et de me tenir devant une salle remplie de professionnels, de professeurs et d'innovateurs. Des gens qui me voyaient, qui me valorisaient, qui m'applaudissaient. Le lendemain de mon retour, je retrouvais la maison en plein chaos. Mon frère avait été surpris à tricher encore une fois, et cette fois, ce n'était pas seulement à l'école. Il avait soumis un article plagié à un magazine local, en utilisant mon nom. Je le découvris lorsque le magazine m'envoya un email pour des corrections, pensant que j'en étais l'auteur. En retraçant, je réalisai qu'il avait copié-collé l'intégralité d'un obscur blog, mot pour mot. Je le confrontai calmement, preuve en main. Il éclata de rire. Personne ne te croira. Toi, la dramatique, tu t'en souviens. Mais je n'étais plus seulement la dramatique. J'étais celle qui avait des preuves, de la crédibilité, et un réseau en pleine expansion. Alors, j'envoyai un dossier complet au conseil universitaire, à la rédaction du magazine, et j'en mis l'instance d'éthique en copie. Mais le coup fatal ne vint pas de moi. Il vint de la banque. Vous vous souvenez de toutes ces dépenses que mon frère avait faites avec la carte de crédit de mes parents? Les pneus neufs, les fausses cartes, les paris en ligne. J'avais tout soigneusement compilé dans un dossier numérique, avec les relevés, les reçus, et même une demande signée de sa main, en utilisant mon nom. Oui. Il avait ouvert une ligne de crédit étudiant de $2500 à mon insu. Ce n'était pas qu'un vol. C'était une fraude. Lorsque je présentai le dossier à la banque, accompagné d'un avocat du service juridique gratuit de l'université, ils lancèrent une enquête. Mon frère fut convoqué. Mes parents paniquèrent. Ma mère éclata en sanglots. Tu es en train de déchirer cette famille pour de l'argent. Je répondis calmement. Non. C'est lui qui l'a fait, le jour où il a déchiré ma vie, et que vous avez ri. Ils tentèrent tout pour me faire taire. Mon père proposa de régler ça en privé. Ma mère supplia. Laisse tomber. La famille passe avant tout. Je l'ai fixé froidement. Je suis la famille. C'est juste que vous avez oublié ce détail. L'audience fut fixée. Mon frère tenta de plaider le stress mental. Mes parents essayèrent de me faire porter la faute, sous prétexte que je ne leur avais rien dit plus tôt. Mais moi, j'apportais des emails, des captures d'écran, des preuves, et un calme implacable qui les réduisit au silence. Mais je ne cherchais pas la prison. Je voulais la justice. Je voulais qu'il affronte ce que j'avais dû affronter, reconstruire à partir de rien. Alors, j'exigeais une restitution financière complète des dommages, le coût de l'ordinateur, le processus de récupération du mémoire, le crédit frauduleux. 75 000 $. Et le juge accepta. Les comptes de mon frère furent gelés. Mes parents, désespérés, proposèrent de régler ça en privé. Ils allèrent même jusqu'à dire. Tu lui dois bien ça. Elle est la préférée. Ce fut le coup de grâce, car c'est à ce moment-là que je compris qu'ils ne me verraient jamais comme une fille, mais seulement comme un outil pour garder leur fils doré propre. Alors, je tournai les talons. Et la prochaine fois qu'ils essayèrent de me joindre, ils tombèrent sur une réponse automatique, ce numéro n'est plus en service.
Veuillez contacter votre enfant préféré à la place. 6 mois passèrent dans le silence. Mes parents ne m'appelèrent pas. Mon frère tenta une fois de m'accuser d'avoir ruiné son avenir. Mais Jean avait fini de répondre à des gens qui ne m'avaient jamais écouté quand je pleurais, et qui ne se souvenaient de mon existence que lorsqu'ils avaient besoin que je signe quelque chose, ou que je me taise. Je déménageai dans une autre ville, acceptai un poste dans un groupe de réflexion qui me payait bien, qui valorisait mes idées et, plus important encore, qui respectait mon nom. Mais l'univers n'en avait pas encore terminé avec eux. Un soir, je reçus un appel d'une femme nommée Olivia. Elle était rédactrice en chef d'un nouveau média d'investigation et enquêtait sur des cas de fraude académique liés à une certaine université. Apparemment, le nom de mon frère était ressorti dans plusieurs dossiers douteux, revente de dissertations plagiées, lettres de recommandation falsifiées. Elle avait entendu parler du procès et trouvé mon nom dans le dossier. J'aimerais entendre votre version de l'histoire, dit-elle. Au début, j'hésitais. Mais je réalisais une chose, mon silence les avait protégés bien trop longtemps. Alors, j'acceptai. Je ne les accablais pas. Je ne cherchais pas le drame. Je me contentais de dire la vérité. Comment l'avenir académique d'une fille avait failli être brisé par son propre frère. Comment ses parents avaient ri et défendu le coupable pendant que leur fille se noyait. Et comment ils n'avaient supplié que lorsque la justice s'en était mêlée. L'article devint viral en quelques jours. Le titre, Loyauté familiale ou bouc émissaire familial. Le combat d'une femme contre le silence toxique. Mes anciens professeurs le partagèrent. D'anciens voisins m'envoyèrent des messages. Une professeure de mon lycée m'écrivit. Nous avons toujours su que tu étais la plus forte. Mais ma famille, elle, perdit tout ce qui comptait à ses yeux, leur réputation. Le club de lecture de ma mère retira son invitation. La promotion de mon père fut discrètement annulée pour des raisons d'intégrité. Et mon frère, il fut mis sur liste noire dans les opportunités académiques et les stages. Parce qu'il y avait désormais des preuves, pas des rumeurs, pas des ragots. Des faits. Et voici le retournement de situation qu'il n'avait jamais vu venir, le groupe de réflexion pour lequel je travaillais venait d'acquérir une propriété historique dans ma ville natale, destinée à devenir un centre d'innovation et de retraite. Devinez qui organisait autrefois ces réunions de famille exactement sur ce domaine. Oui. Mes parents. Je ne l'avais pas acheté par vengeance. Je l'avais choisi parce que le lieu était idéal, serein, symbolique et spacieux. Mais quand arriva le moment de leur réunion annuelle, ils prirent contact pour réserver l'endroit comme d'habitude. Et c'est moi qui reçus la demande. Je ne répondis pas. Je me contentai de demander à mon assistante d'envoyer la nouvelle politique. Les réservations sont soumises à l'approbation du propriétaire. Les membres de la famille ayant un contentieux non résolu ou un passé d'abus se verront refuser l'accès. Ils reçurent le message, limpide. Mais ce n'était pas fini. Une semaine plus tard, alors que je préparais notre retraite annuelle sur le domaine, je vis une voiture familière se garer. Mes parents en descendirent, vieillis, fatigués et humiliés d'une façon que je n'avais jamais vue. Ils ne me reconnurent pas immédiatement. J'étais vêtu d'un costume blanc impeccable, marchant aux côtés du directeur du programme et des conférenciers invités. Je ne ressemblais en rien à la fille qui avait autrefois supplié qu'on l'écoute. Les lèvres de ma mère tremblaient. Mon père avait l'air d'avoir avalé une pierre. Nous ne savions pas que c'était toi qui. Je levai la main. Si. Vous le saviez. Vous ne pensiez simplement pas que je pourrais un jour posséder quoi que ce soit. Ils tentèrent de s'expliquer. De s'excuser. Ma mère dit. Nous avions peur que tu retournes le monde contre ton frère. Je souris calmement. Non. Il a fait ça tout seul. Moi, j'ai seulement cessé de le protéger. Ils demandèrent si je pouvais envisager de leur laisser l'accès à l'endroit. Je leur répondis doucement.
Il y a un joli parc public, à 2 villes d'ici. Vous le trouverez sûrement moins intimidant. Puis je me retournai. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur silence, leur culpabilité, leurs yeux abasourdis, c'était suffisant. Car au fond, je n'étais plus le bouc émissaire. J'étais le succès qu'il avait tenté d'effacer. J'étais la femme qu'il avait ignorée, jusqu'au jour où elle se tenait aux portes de ce qui leur avait autrefois appartenu, tenant les clés qu'ils ne pourraient jamais reprendre. Et ça, c'était la justice. Pas bruyante, pas cruelle, simplement, définitive. Veuillez vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.